Double rotor céramique. 2 roues motrices. Putain. Cet engin a même l'ABS. Et un système électronique. 12 000 RPM. Envie de la conduire, Tetsuo? Bon, allons-y. Cette moto a été conçue pour moi. C'est trop pour un morveux comme toi. Cette moto te concasserait comme une vulgaire olive, mon vieux. Je pourrais la conduire. Ne me fais pas rire. Va d'abord apprendre sur un tricycle. But now we come to a period that I call the battle for identity. Lies my grandma told me. Yeah, superstitious devices. Lies my grandma told me. What? Urban mythological rules. Bubble mice, yeah. Salut les kids et bienvenue dans En attendant Godard, saison 13, épisode 1. De retour dans les studios de Syllab après le confinement, les émissions à la maison et des vacances évidemment totalement méritées. Les cinémas sont malades, les exploitants tirent la gueule, les studios paniquent et comptent sur 2 ou 3 films pour se refaire une santé. Le cinéma tout saute et l'époque est aussi excitante pour cela. C'est la folie, c'est la panique, l'annonce de la fin d'un monde qui malheureusement ne sera pas celle de Mickey. Si l'avenir des salles et de l'exploitation des films dans ces dernières est incertain pour les mois à venir, voire les années, l'édition DVD Blu-ray est passionnante et prend des risques que nous allons vraisemblablement célébrer encore plus qu'à l'ordinaire dans En attendant Godard. Donc En attendant Godard, c'est reparti pour une dernière saison, peut-être, on ne sait pas, on aime ménager le suspense, mais bref, ça va chier, on est ici pour enculer père et mère. Banzai! Et oui, vous êtes bien dans En attendant Godard, l'émission de cinéma quel est mieux que les autres. Et donc au programme ce soir, vous l'aurez peut-être compris avec ce pré-générique et cette introduction sibylline, nous allons parler de la ressortie en salle en version 4K de Akira de Katsuhiro Otomo, film de 1988. Et après nous parlerons de Effacer l'historique, nouveau film du duo Benoît Delépine et Gustave Kervern. Et pour parler de ce jeu programme autour de cette table, il y a bien évidemment la fine fleur de la critique du Grand Ouest. À ma gauche, toujours à ma gauche, il y a carrément Fleuret. Bonsoir Thibaut. Salut. Salut Thomas, salut à tous. Ça va être étrange, on parle un peu après. Oui. Il y a bien évidemment avec nous de retour le docteur Erwan. Bonsoir docteur. Bonsoir. Dans cette émission, donc pour remplacer notre camarade Carla exilée dans des terres hostiles mais pas australes, il y a notre intérimaire de l'année dernière, il y a Justine. Bonsoir Justine. Salut à tous. Pour remplacer avantageusement ou pas, on ne sait pas encore, à la mise en son de cette émission, le plus bel anglo-arménien de Paimpol, donc Gall, qui est parti voguer vers d'autres cieux, mais qui veille sur nous tel un ange, comment dire, semi-maléfique, mais un peu bienveillant quand même. Mais donc, pour le remplacer, il y a notre intérimaire préféré d'il y a quelques années, mais à une époque que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Donc, il y a Valentin. Dis bonsoir Valentin. Bonsoir. Ça va ? Très bien, merci Thomas. Voilà, donc voilà Valentin qui a été notre intérimaire. Pour ceux qui s'en rappellent, à peu près vers 2011, 2013, tout ça, des temps immémoriaux, mais mon cher... Jadis, exactement, vous étiez déjà là, mon cher. Donc, si le son peut paraître un peu étrange, comme si on parlait peut-être dans un sous-marin, mais donc ce sont les conditions sanitaires qui nous obligent à parler dans un certain protocole avec des chiffons sur la bouche comme pour Thibaut. Oui, et puis des chiffons sur les micros aussi. Des chiffons et des énormes préservatifs sur les micros. Et tout ça, bien évidemment, pour notre santé, pour que nous puissions continuer à parler et à palabrer sur le cinéma et les cinémas de le monde. Oui. Voilà. Mais bon, ça va, vous avez tous passé un bel été? Un été apprenant? Pas trop, non. Non, pas trop, non, pas tellement appris. Justine, t'as appris? Pas trop non plus. Pas trop non plus. Bon, le docteur Erwan, je sais qu'il a appris les jeux vidéo, donc il n'y a pas de problème. Il a appris à chevaucher. J'ai appris à tirer avec 2 colts. Voilà. Il est encore en train d'apprendre. Toujours. Mais c'est l'apprentissage tout au long de la vie.
Voilà, donc avant de passer à la session critique de cette émission, les agendas locaux, hein, surtout ce qui nous intéresse. Donc ce dimanche à 21h à l'Arvor, ce sont les films du dimanche soir qui reprennent, organisés par nous-mêmes et les copains du cinéma est mort, avec la diffusion des Valseuses de Bertrand Blier, son film de 1974 qu'on aurait dû passer au mois d'avril, mais bon, évidemment, vous savez ce qui s'est passé, donc du coup on a dû repousser ça, et c'est vraiment une séance qu'on voulait vraiment faire, donc du coup pour la rentrée, pour débuter cette nouvelle saison, quoi de mieux qu'un film où on se sent paisible et à la fraîche. Sinon, dans la rayon sortie nationale, c'est à peu près que de la merde, hein, quand même, parce que de toute façon, je vous l'ai dit, le cinéma, ça va pas terrible. Tous les gros films sont repoussés au calendrier, et tous les films d'auteur, de toute façon, ils sortaient déjà pas chez nous, donc... Mais donc, il y a La Daronne, le nouveau film de Jean-Paul Salomé, avec Isabelle Huppert qui deal du shit, parce que, ouais, c'est trop cool, gangsta, Nick Taranda. Voilà, ça a l'air nul à chier. Enfin, un film de Jean-Paul Salomé, quoi. Il y a aussi Le Bonheur des uns avec Vincent Cassel et François Damiens, c'est sur la jalousie entre amis. Ça a l'air pas bien. Oui, ça on dirait un genre de sous Guillaume Canet, tu sais, genre les sous non mais on dirait, comment il s'appelait le film là, de Richer? Non, c'était Richer qui a fait ça. Un moment d'égarement. Un moment d'égarement. Putain, ouais, c'est ça, c'est un peu l'esprit. Ah, c'était un peu honteux, à part que ça. c'est François Damiens qui remplace avantageusement, je pense, François Cluzet. C'est pas difficile. Voilà, c'est qui... plutôt bien. Sinon, il y a demain la ressortie, mais je ne sais pas, à Rennes, le film de Hilda Lupino, Outrage. Très bien. Voilà, mais après, est-ce que ça passera chez nous ou pas? Mais de toute façon, nous parlerons dans les semaines à venir d'une chier de services de presse et d'éditions DVD et Blu-ray que nous avons reçus, notamment de la part de Rimini, de Spectrum Film et de Gaumont. Plein de bonnes choses à se mettre sous la main, du Ringo Lam, du André Caillat, du Henri Verneuil et du Jean-Marie Poiret. Parce qu'il faut bien quand même mettre un peu de cinéma dans tout ce bazar. Voilà. Bref, j'ai personnellement très hâte de parler de certaines de ces choses. Hein, donc, surtout de Jean-Marie Poiret, vas-y, dis-le. Par exemple, écoutez, dans un moment de faiblesse, dimanche, après un week-end où j'ai eu une légère fatigue qui était, on va dire, consécutif à quelques soirées relativement imbibées de retrouvailles, dans un moment de faiblesse, j'ai revu Les Anges Gardiens. J'ai été happé par l'histoire, j'ai été happé par le style de ce film qui m'a encore plus fatigué qu'au début. Mais bref, nous y reviendrons bien sûr dans les semaines à venir. On va passer donc à la section critique de cette émission, à moins que vous ayez des choses à rajouter, messieurs et dames. Vendredi soir, il y a le film de Bégodeau qui passe à l'Arvor. En avant-première. Oui, autonome, en sa présence. Voilà, donc je serai sans doute au premier rang. Erwan. Et rappelons aussi qu'au TNB, il y a toujours des Mizoguchi, 8 films de Mizoguchi, donc il y en a quelques-uns qui sont déjà passés. Mais c'est autour du 20, il y en a encore pour 2 semaines, donc allez voir ça, c'est vachement bien. C'est pas mal quand même, Mizoguchi. C'est pas Jean-Marie Poiret, mais c'est pas mal. Donc on va passer à la section critique de cette émission, et donc je disais, on est de retour pour une 13e saison, et à part ça, tu vas faire quoi ? Vas-y ferme ta bouche. Je suis au top moi, tu vas faire quoi? Je suis au top moi, tu vas faire quoi? Je suis au top moi, tu vas faire quoi? Je suis au top moi. Vas-y ferme ta bouche. Je suis au top moi, tu vas faire quoi? Je suis au top moi, tu vas faire quoi? Je suis au top moi, tu vas faire quoi? Je suis au top moi. Vas-y ferme ta bouche. Vous êtes toujours dans En attendant Godard sur Syllab, et donc c'était Fatal Bazooka avec Tu vas faire quoi? Et bim. Alors je préviens tout de suite, cette année sera probablement une année musicale de bon goût et d'élégance. Encore plus que les années précédentes. On va arrêter tout ça, le folk, gna gna gna, la pop italienne, là. On va rentrer dans le... On va mettre du mauvais hip-hop à la place, quoi. Ah bah, alors là, j'ai une palanquée de choses de mauvais goût à vous proposer. En bon fan de rock que tu es, c'est obligé. Oh là là, pas que ça, mon garçon, des reprises de chansons françaises, tout ça. Bref, j'ai plein de choses dans ma besace à vous proposer. Vous allez le regretter. Mais à propos de ne pas le regretter, ça n'a rien à voir, ma transition est bien à chier. Donc la ressortie de Akira de Katsuhiro Otomo, qui est ressortie il y a 2 semaines dans une superbe version remasterisée 4K. Donc film de 1988, et comme on dit qu'on est indébile, c'est le film qui a fait rentrer le manga dans son âge adulte, l'âge de la maturité du manga, qui est une facilité critique qu'on nous ressort à la pelle depuis une 30aine d'années, mais il reste néanmoins que le film de Otomo
gros réalisateur absolument incroyable, de très peu de films malheureusement parce qu'il est assez tatillon et exigeant comme on dit. C'est pas pour rien qu'il est admiré par James Cameron, parce que c'est à peu près le même genre de casse-burne sur un tournage, en tout cas sur une production de film. Mais donc film majeur adapté de son propre manga qu'il avait écrit et publié entre 1982 et 1990, qui était divisé en 120 épisodes. Donc la série de manga avait été terminée après la sortie du film, ce qui explique les grandes différences qui existent entre Akira le manga et Akira le film, notamment sur la fin. Bon, la fin d'ailleurs, je le précise à notre ami Alejandro Jodorowsky, dans un élan de mégalomanie jodorowskienne, voilà, dont il a le secret, a dit que c'est lui qui avait inspiré la fin, qui avait soufflé la fin à Otomo, parce qu'il avait soufflé une idée géniale à Otomo, et Otomo il a repris à son compte. Bref, encore Jodo qui raconte strictement n'importe quoi probablement, mais bon, sachant qu'il parle pas la même langue, mais pas bon, du tout. Bref. Oui, mais Jodo n'est pas ça près, hein, vous savez, il parle le langage international. La langue du cœur. Et du tarot. Je crois qu'il lui avait dessiné un truc, non, c'est pas ça? Non, mais de toute façon, Otomo a souvent clamé son admiration pour les BD qui viennent de Metalland, donc notamment les BD de Jodo, de Mobius et puis de Dori, dont certaines inspirations se retrouvent d'ailleurs dans Akira, le manga et le film. Et donc, c'est un film qui a connu une destinée immense au Japon. Ça a comme été un gros succès. C'était aussi le plus gros budget du cinéma d'animation japonais à l'époque, beaucoup plus cher que les films de Miyazaki, ce qui tient notamment à la figure Steam Boy. Oui, Steam Boy, après qu'il a explosé en 2004, mais donc qui tient notamment beaucoup à la personnalité de son metteur en scène, parce qu'il était très exigeant. Il a embauché 31 studios différents pour bosser sur le film, et lui étant quelqu'un de très obsessionnel et de maniaque, on va dire, il a lui-même storyboardé entièrement le film, ce qui était assez rare à l'époque pour des metteurs en scène, à part pour Miyazaki, parce qu'à Ghibli ils œuvraient dans une manière de faire assez différente de la plupart des grands studios d'animation. Et ce qui a amené à Akira le résultat, le manga et le film, on va comme principalement se concentrer sur le film, et qui, à la revoyure, moi je l'avais revu il y a encore 2-3 ans quand il était repassé à Rennes aussi, un film qui n'a pas perdu de sa force 30 ans après, que ce soit dans sa mise en scène, dans son animation, dans son character design, dans sa musique qui est absolument monstrueuse, et tout simplement aussi dans le propos du film, où on retrouve toute la hargne sociétale et politique qui, je trouve, fait l'intérêt et l'amour que je peux porter au cinéma de Otomo, que ce soit dans les films comme Akira ou comme Steam Boy, ou même dans des courts-métrages qu'il avait fait comme A Cannon Folder pour le film Memories, qui était un film à sketch qu'il avait supervisé, qui était basé sur ses propres histoires. Mais voilà, à la revoyure, c'est un film qui est absolument incroyable, qui n'a pas pris une ride. Je trouve que le film est toujours aussi beau, et les personnages, même s'ils sont très différents, ils ne connaissent pas du tout le même destin que dans la bande dessinée, je trouve, il y a une caractérisation des personnages qui est très vite faite, où on est très vite attaché, notamment sur les persos de Kaneda et les persos de Tetsuo, qui va se transformer dans la matière noire de Akira, parce que donc, pour parler un petit peu du plot du film, donc ça se passe dans le monde du futur de 2019, où Tokyo, 30 ans après avoir été ravagé par une guerre nucléaire. Donc c'est Néo-Tokyo, où il y a des gangs à moto qui sévissent, et des militaires qui font le militaire, et qui mènent aussi des expériences scientifiques, bien évidemment, notamment sur cette étrange matière qui s'appelle Akira, qui avait déjà réduit la ville 30 ans auparavant. Et là, c'est Tetsuo qui va se faire infester par cette matière étrange. Évidemment, tout va partir en cacahuète entre les scientifiques, les militaires et le gang de motards de Kaneda. On avait passé le film à Rennes avec le Fist, et le film avait eu un beau succès, ce qui prouve en fait tout l'amour et le culte qu'on porte autour d'un film dont il est assez difficile de parler, dans le sens en fait où chaque image qui suit est encore plus belle que la précédente. Le film, sur les 2 heures bien tapées que dure le film, est un monument hallucinant de beauté. Je vous avoue que parler avec un masque, ça me saoule légèrement. Voilà. Donc en fait, c'est déjà difficile d'en parler. Et rien que pour faire une JB, il me semble qu'au-delà du travail exceptionnel du film, du nombre de couleurs utilisées, de toute la dynamique et de la sensation de vitesse omniprésente que procure le film, c'est surtout cette ouverture en fait, qui est assez hallucinante. Et je me demande si on n'est pas sur cette explosion de Tokyo sur une des 82. plus belles ouvertures, alors du cinéma d'animation sûrement, mais alors
depuis je sais pas quand, parce que cette ouverture-ci, donc en gros, on va pas spoiler le film, peut-être que tout le monde le connaît de toute façon, mais cette bombe, il y a une bombe, un carton, et c'est tout. Et après, il y a tout un univers qui se déploie à nous, mais en un laps de temps qui est très très court. Otomo invite son spectateur à une possibilité de monde absolument stupéfiante. Et ce hors-champ-là est absolument, il est même plus que ravageur, sans faire de mauvais jeu de mots. Mais c'est pour ça aussi que simulation hallucinante. Et c'est pour ça que je pensais, j'en pleure en fait. C'est hallucinant. À l'inspiration de Meteorland, parce que c'était la même chose pour Mad Max Fury Road, où tu sentais qu'il y avait un hors-champ et un hors-cadre absolument monstrueux. C'est-à-dire que d'un coup, très très vite, tu sens que tu as un univers immense derrière que tu verras jamais, mais que tu imagines et que tu devines par des petits traits de caractère, par des rappels comme ça, que ce soit, on va dire, les grands fanatiques de Akira, ou bien le peuple qui habite un petit peu dans les bas-fonds, les trucs comme ça. Tu sens que tu as un univers immense derrière, et qui a été développé dans la BD, mais pour le film, c'est quand même étonnant d'arriver à faire un truc cohérent et qui se tienne, où il y a une véritable histoire complète en moins de 2 heures. Mais quelle intelligence, quelle confiance donnée au spectateur, quelle maîtrise hallucinante du langage cinématographique en une image, il nous fait ça. Moi, je trouve ça absolument vertigineux. Et après, le film, tu l'as résumé, mais alors, le film a son histoire, son intrigue, on va dire, son intrigue classique, mais tous les à côté, ces manifestants, cette espèce de secte religieuse, qui sont-ils, ces arcanes politico-militaro, le complexe militaro-industriel et politique, il se dégage de ce film une telle envergure, alors qu'on est à la base quand même sur un matériau qui est cadenassé, sachant que c'est basé sur une série de bouquins, mais il y a un tel comment dire, tu en perds tes mots. Ouais, j'en perds mes mots. Il y a un tel émerveillement. Ce film procure un émerveillement de tous les instants, et c'est peut-être là ça la plus belle chose, au-delà du discours sociétal, de la vision du futur, de la quête de ces jeunes gens. Pareil, de la disparité entre le monde des ados, on va dire des ados, des jeunes, et puis la fracture, on va dire, liée à l'âge. Parce que il y a un tel ce film procure un émerveillement de tous les instants, et c'est parce que les héros du film, ce sont quand même des mecs qui ont 14 et 15 ans. Quoi. Ah ouais, ils sont au bahut. Hein. C'est vraiment des gamins, quoi. Un peu justement ce que devait être Mad Max au début. Mad Max devait être un mec de 14 ans, quoi. Donc ça participe un peu du même esprit. Je ne vais pas dire frondeur, mais en tout cas de vraiment faire deux persos très jeunes, en faire les persos de leur sauvage, quoi. Oui, après je peux laisser mes acolytes aussi en parler. Docteur. Alors moi, moi j'étais très content de le revoir au cinéma. Je l'avais vu il y a 2 ans aussi à Travelling. Oui, ça a été repassé. Mais là, de le voir en 4K, déjà, ça m'a permis d'apprécier tout le travail qu'ils ont fait sur le design sonore. Hein. La musique pète à fond. Hein. C'était vraiment la subtilité de la bande sonore m'était jamais apparue à ce point-là, en fait, que de le voir, en fait, alors que je l'ai vu quand même pas mal de fois, hein, ce film-là. Mais surtout, moi, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous dites sur George Miller et sur Fury Road, c'est-à-dire cette capacité à construire un univers en 15 minutes, en 20 minutes, quoi. Mais qui, pour moi, est lié à quelque chose, alors que moi, j'aime beaucoup dans le film, et que j'aime d'ailleurs beaucoup au cinéma d'une manière générale, qui est justement le sens minutieux du détail. Alors moi, je trouve ça, c'est un truc pour moi qui est très important, c'est-à-dire que, et là, pour moi, ça a plus à voir avec Blade Runner, qui est vraiment une des grosses inspirations du film, qu'avec on va dire l'univers Mad Max, qui est beaucoup plus dépouillé, quoi, on va dire, mais qui reste très riche évidemment, mais qui est riche aussi grâce à cette puissance du détail. Et il y a plein de moments, en fait, dans le film, en fait. Alors ça, c'est un truc que j'aime beaucoup dans Akira, c'est qu'en fait, il se passe quelque chose dans un plan. Et en fait, on comprend. Il y a une conséquence de ce qui se passe dans ce plan-là, mais ça va être 2-3 minutes après. Alors, je prends un exemple. Il y a un moment, les personnages se retrouvent au commissariat parce qu'ils se sont fait arrêter par les flics. Hein, donc, juste après la rencontre entre Tetsuo et puis un des 3 gamins télépathes. Ils se retrouvent dans un commissariat et il y a un activiste qui dégoupille une grenade qui ne marche pas. Et on voit un des policiers en arrière-plan récupérer la grenade et repartir dans son bureau avec donc l'activiste qui vient de s'en prendre un peu plein la tronche. Donc la scène continue, les personnages sortent à l'extérieur, il y a des dialogues, donc Kaneda rencontre, on va dire, son love interest dans la rue, et la scène se termine avec Kaneda devant le commissariat, mais à 50-60 mètres devant le commissariat, et on voit une énorme explosion. C'est-à-dire qu'on comprend que la grenade
qui n'était pas efficace. Au moment où on l'a vu, en fait, finalement, les flics l'ont ramené dans leur bureau, ils ont dû bidouiller des trucs avec, elle finit par exploser, et ils finissent par être emportés par le truc. Et moi, d'une part, je trouve ça très drôle comme gag, personnellement. Mais je trouve surtout que là, quand tu parlais d'intelligence du spectateur, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que c'est pas un film où on va pisser, où on va chercher des cahuètes, au milieu du film, parce que déjà, c'est une histoire qui est très, très touffue. Moi, j'ai souvenir de l'avoir été obligé de le voir quand même 3-4 fois, les premières fois, pour comprendre de quoi parlait le film, exactement. Et c'est un film qui a vraiment cette énorme qualité, qui a absolument rien qui est fait au hasard. Alors ça, Otomo, quand on lit ses BD, et pas simplement Akira, hein, mais toutes ces BD, il y a ce truc-là, ce sens du micro-détail. Je prends un autre exemple, par exemple, il y a un moment, il y a un satellite qui essaye de tuer Tetsuo à la fin du film, une espèce de satellite avec un rayon laser. Voilà, avec un rayon laser de la mort. Et puis à un moment, Tetsuo fait exploser le satellite et ça fait exploser les ordinateurs de la salle de contrôle. Et en fait, la salle de contrôle, il se passe des trucs et puis on revient à la salle de contrôle et on voit les scientifiques à côté d'un écran d'ordinateur avec de la mousse carbonique. Ce qui nous dit qu'ils ont placé un coup d'extincteur en fait sur le truc. C'est-à-dire que la conséquence de l'explosion de l'ordinateur, elle n'est pas oubliée en fait. Et même 2-3 minutes après, on nous montre finalement ce qui s'est passé ensuite, et on nous dit tiens, vous n'avez pas oublié que ce truc-là a explosé. Enfin voilà, moi j'aime beaucoup ça. Le fait que ça prenne vraiment du temps et que ce soit pas justement comme dans le cinéma américain où on nous fait des flashbacks pour nous montrer un truc qui s'est passé il y a 20 minutes, mais qu'au contraire, on part du principe que le spectateur est attentif à ce qu'il est en train de regarder et pareil, il y a des plans qui servent à rien dans Akira. Il y a des plans qui ne servent strictement à rien sauf à donner de la cohérence. Alors, je prends un dernier exemple et je me tais après. C'est quand ils descendent voir justement le sarcophage d'Akira, la première fois que les scientifiques descendent voir le sarcophage d'Akira, ils rentrent dans une espèce de salle et il y a une espèce de poste de contrôle en fait à côté de la porte. Et en fait, il y a plein de plans qui nous montrent juste les militaires en train d'allumer des boutons, en train d'allumer des lumières. Il y a un moment, le général se retrouve avec une espèce de sous-fifre de soldat à côté de lui. Le soldat lui dit il faut ouvrir la porte. Il dit dans la salle de contrôle, et on voit le soldat aller dans la salle de contrôle, appuyer sur le bouton et ouvrir la porte. Ça ne sert strictement à rien sur le plan narratif. Par contre, ça sert à donner moi je trouve à la cohérence. Une cohésion d'univers. Voilà, la cohésion de l'univers qui fait que du début à la fin du film, on y croit en fait à cet univers de fiction, et on y croit du début jusqu'à la fin, même quand ça devient très abstrait, comme à la fin du film où le côté presque hyper réaliste dans la SF du film se laisse aller à quelque chose de beaucoup plus abstrait. Le générique final, et moi je trouve génial, parce que c'est un générique qui est d'une abstraction totale. Et on part de quelque chose de très concret pour arriver à quelque chose de très abstrait. Il arrive vraiment à mélanger les deux, et ça, pour moi, c'est quand même assez talentueux. Justine. Oui, alors moi je reviendrai pas, comme vous l'avez bien souligné, sur la densité, le vertige en fait du film qui est constant. C'est une œuvre totale. Mais moi, pour rebondir sur ce que tu dis, Erwan, c'est vraiment ce passage du concret à l'abstrait qui se matérialise sur quelque chose de très typique en fait à Akira, et que je retrouve moins dans d'autres œuvres d'un courant qu'on dirait cyberpunk ou quelque chose comme ça, donc qui repose quand même sur les mêmes bases, donc un monde extrêmement chaotique, un monde totalitaire, donc tentaculaire même, de ce Néo-Tokyo là qui n'en finit plus en fait. C'est sans fin, mais à travers toute cette violence là, ce pessimisme, c'est vraiment, je trouve que il n'y a jamais vraiment de rencontre entre la machine et l'humain, comme on peut avoir dans Blade Runner, comme on a dans le formidable Strange Days de Catherine Bigelow. Là, on a vraiment un rapport extrêmement charnel. Organique, absolument. Et moi, c'est ce qui m'a passionné vraiment dans le film, où je trouve que ça l'emporte spirituellement extrêmement loin, et cette fin incroyable, nihiliste, mais incroyablement belle en fait. Je la trouve très belle, et l'exemple de ça pour moi, c'est la convocation d'Akira qu'on attend vraiment dans le film. On l'attend, on en parle énormément, et en fait elle vient, cette figure d'Akira, quand les trois gamins se mettent ensemble. En fait, c'est leurs esprits, c'est vraiment quelque chose d'hyper mental qui fait qu'il y a une alchimie, et là Akira en fait apparaît dans une séquence de rêve où on le voit, où il est matériellement présent en rêve, et je trouve cette ambivalence super belle en fait, et pour moi le film a une grande force parce qu'il propose quelque chose d'un peu inédit par rapport à ça, et il se cantonne pas à un aspect extrêmement scientiste. Alors certes, il
il y a tout le délire d'une intelligence artificielle et tout ça, mais au-delà de ça, il est vraiment organique. Bah, c'est surtout que c'est le truc qui l'a toujours intéressé, j'ai l'impression, Otomo dans son cinéma et dans ses écrits, c'est sur la parapsychologie, sur les liens entre la psychologie et puis l'environnement. C'est aussi des trucs après qu'il va travailler dans ses courts-métrages et même dans Steam Boy, où là, ça sera pareil, le mélange un organisme steampunk avec des êtres humains, où là aussi du coup à la fin il pourra se laisser aller à ses penchants pour tout casser, parce que comme Otomo adore faire péter des trucs de toutes les manières possibles et imaginables, et la parapsychologie c'est un truc qui l'a toujours intéressé, j'ai l'impression c'est presque un truc qu'il travaille énormément. Moi je trouve que c'est très, alors je sais plus, je suis plus sûr d'avoir lu ça, mais moi je pense toujours, pour moi c'est du Cronenberg baroque. C'est-à-dire qu'il reprend vraiment des principes qu'on retrouve au début des années 80 chez Cronenberg, notamment dans Vidéodrome ou dans Scanners, mais simplement, plutôt que cette espèce de sécheresse cronenbergienne ou espèce de froideur cronenbergienne, lui, il applique ça vraiment avec un côté... vraiment avec quelque chose qui a à voir avec presque avec la miniature, vous voyez, en enluminure, quoi. C'est-à-dire vraiment cette espèce de sens du détail et de profusion de visuels. Alors que chez Cronenberg, on est dans quelque chose de beaucoup plus dépouillé. Mais par contre, moi je reste assez persuadé que Blade Runner, et je pense Cronenberg, à mon avis, a pas mal marqué Otomo. Hein, je pense, sur la question de la chair, puis même... de la nouvelle chair, pour le coup. Voilà, c'est vraiment de ça. Quand même. Et puis les Tetsuo j'ai oublié le nom, de l'autre réalisateur japonais, les deux Tetsuo qui justement mêlaient la chair et puis la machine, enfin ce genre de choses. C'est peut-être, je sais pas si c'est des thématiques ou des obsessions spécifiquement japonaises qui viendraient après le traumatisme de la bombe, parce que c'est comme des choses qu'on trouve dans les Godzilla et puis ce genre de choses aussi. Donc tu vois, à moins que c'est les choses qui les travaillent, étonné qu'en plus le monde d'Akira c'est vraiment un peu vu comme justement un monde de l'après-bombe et de la reconstruction où une nouvelle société proto-fasciste va prendre place. Ça parle du Japon des années 60 en fait, Otomo quand il en parle, en fait c'est pas du tout bien que le film, moi je trouve qu'il y a des plans dans le film, notamment il y a des plans à coups de gaz lacrymo dans le bide et tout, enfin quand on voit à quel point c'est actuel. Pas du tout. Aujourd'hui non mais il n'y a pas de violence de la police de toute façon. Mais sinon voilà, mais c'est vrai que c'est ce qui parle en fait, c'est du Japon de son enfance en fait, c'est du Japon de sa jeunesse en fait, parce que lui c'est un provincial, c'est pas un Tokyoïte en fait, et en fait lui il a observé en grandissant, il s'est nourri de cinéma américain, de fanzine, un petit peu underground, et autour de lui il y avait comment s'appelle la United Red Army, il y avait les manifestations de gauchos en 68 qui ont été quand même vachement réprimées par la police. Oui, quand même. Et puis la tentation totalitaire du pouvoir qui a toujours été un peu là quand même au Japon, et qui là est un souvenir plutôt de la Seconde Guerre mondiale et de comment est-ce que un pays en fait qui s'est ouvert tout d'un coup à l'Occident au bout de 40 ans tombe dans une espèce de totalitarisme de ce qu'on appelle la période militariste, qui est en fait la période qui mène à Pearl Harbor, qui mène à la Seconde Guerre mondiale, qui mène à la Mandchourie et qui mène fatalement à Hiroshima et Nagasaki. Donc finalement c'est ça qui est intéressant aussi dans Akira, c'est que c'est un film futuriste qui parle en fait de deux périodes du passé, celle des parents d'Otomo et celle de sa jeunesse à lui en fait. Oui, mais en même temps, paradoxalement, même si le film est hyper conscient de sa japanité, on va dire ça comme ça, il reste, ou du moins si on regarde Akira maintenant en 2020, il reste étonnamment universel en fait. Complètement. Tu regardes par exemple aujourd'hui, il y a sur des gens, déjà il y a un peuple en lutte contre un système qui ne fonctionne plus et proto-fasciste. Il y a aussi des espèces d'illuminés qui arrivent. Là, ça a fait le tour des réseaux tout à l'heure. Là, les anti-masques, là, t'as l'impression qu'il y a des illuminés un petit peu de partout aussi. On va pas parler de Raoult, mais bon, bref, on est un petit peu là-dessus. Donc, revoir Akira, et puis bien entendu, l'universalité arrive aussi par rapport à ce que disait Justine. Cette séquence de fin, cette séquence de rêve qui amène vraiment de l'émotion. Enfin, c'est un film où... Qui encule Nolan 10 fois la tête dans l'oreiller. On va pas parler de Nolan, on parle de cinéma. Mais en fait, on te décrit un univers, on te parle d'énormément de choses, et à la fin, on te chope. Vraiment, Otomo, il te chope par quoi? Il te chope par l'émotion. Et moi, j'ai eu ma petite larme... tellement le film arrive à dépasser son propre statut, arrive à dépasser son propre mode de fonctionnement, et en fait arrive à déjouer les attentes. Il arrive à déjouer les attentes autant dans la narration, en faisant finalement de Tetsuo le personnage principal, alors que c'est quand même Kaneda qui a quand même la plus belle moto, qui a le plus beau... C'est lui le héros. Qui a les plus belles sapes, mais au final, il y a beaucoup plus d'intérêt et beaucoup plus d'empathie envers Tetsuo. Le langage corporel de ce gamin est hallucinant.
Et au final, avec une très très belle séquence onirique qui amène une émotion qui est finalement bienvenue en fait, parce que ça permet au film de pas être trop opaque et de pas être trop dépressif, parce que quand même il charge la c'est quand même un peu triste. Et puis de remettre de l'humanisme finalement dans quelque chose qui est une vision assez désespérée en fait de ce qui est à l'époque et le futur, mais comme ça se passe en 2019 pour nous c'est le passé. Ça aussi je trouve ça super intéressant. Ouais. Enfin, le fait que c'est un film de science-fiction qui nous parle de l'année dernière. Et ça, moi, je trouve ça assez génial parce qu'en finalement, ce que ça dit sur l'année dernière, il y a des images qu'on peut extraire d'Akira, qu'on peut coupler avec des images d'actualité qui ont été faites l'année dernière ou cette année. Et on se rend compte de manière assez terrifiante, en fait, de l'aspect presque prophétique d'Akira de ce point de vue-là. Non, mais quand tu dis que le film déjoue les attentes constamment, moi je suis totalement d'accord, mais je pense que ça tient aussi du fait qu'il n'y a pas un vrai manichéisme. Il n'y a pas vraiment de héros, comme il n'y a pas vraiment de gentils, de méchants. Et alors, en fait, c'est que le méchant est partout. Je pense que c'est ça, c'est que ça dépasse, en fait. Et du coup... si, c'est vrai, je pense que c'est vraiment un grand méchant, et c'est en ça que le film est extrêmement nihiliste aussi. Il est sale, quoi. Tout est lugubre. Parce que même le militaire qui normalement est la figure du méchant, qui est finalement il est pas. Mais en fait, il est pragmatique. En fait, Otomo respecte la fameuse citation de la règle du jeu, quoi. C'est le problème dans ce monde, c'est que tout le monde a ses raisons. Et effectivement, le militaire, il a ses raisons, il a des raisons de le faire, et on nous explique ses raisons, ce qui fait qu'il n'est pas totalement négatif, même si c'est un personnage effectivement qui installe la dictature, qui prend le pouvoir, qui fait un coup d'État, qui a aucun scrupule, et pourtant, c'est pareil le personnage du scientifique, du docteur, qui devient complètement obsédé par savoir ce qu'il y a au bout du phénomène Akira, et où le désir de savoir est un désir qui finit par le détruire lui-même. Enfin voilà, moi je trouve, et c'est ça aussi qui est super intéressant, c'est la complexité psychologique de tous ces personnages, quoi. Que ça soit Kaneda, Tetsuo, ou même leurs potes, qui apparaissent pas forcément très souvent dans le film, qui apparaissent pas forcément beaucoup de répliques, des figures, mais qui sont des silhouettes que des réels personnages. Puis tout ce truc avec les révolutionnaires qui sont financés par un mec qui fait partie de la classe politique et qui veut créer le chaos justement pour pouvoir prendre le pouvoir. Enfin, il y a une ambiguïté, une réversibilité perpétuelle des idéologies qui fait que c'est à la fois un grand film politique et en même temps c'est pas un film engagé. Voilà. Un film nihiliste. Pour moi, c'est un vrai film anarchiste, ouais. C'est un vrai film libertaire. Ouais. Mais surtout que c'est un truc que Otomo a jamais renié dans sa carrière. Et même son prochain film, alors qui supposé sortir l'année prochaine, mais le connaissant, ça sera encore repoussé. Donc c'est Orbital Era, un film de science-fiction justement qui se passe avec 4 jeunes dans l'espace. Alors moi, il y a juste un teaser qui est sorti où tu vois une planche de skateboard qui se heurte à un vaisseau spatial avec un gamin sur la Lune. Alors, c'est déjà beaucoup trop cool. Hein. Alors, non mais on ira voir. Moi, il m'en faut pas plus. On ira voir. C'est bon, c'est vendu pour moi. Donc c'était la ressortie de Akira de Katsuhiro Otomo. Donc si vous l'avez déjà vu, allez le revoir. Et si vous ne l'avez pas vu, voyez-le et revoyez-le. Quel maxi chef-d'œuvre quand même. C'est quand même pas tout mal le cinéma quand c'est bien fait. Alors on va passer à toute autre chose et on va se dépêcher car la marée est haute. Amis du mauvais goût, vous êtes toujours dans En attendant Godard. Ça va pas être comme ça toute l'année. Et c'était Atomic Kittens avec leur reprise de Blondie, The Tide is High. Morceau, on va dire, en hommage à Carla, parce que c'était un peu grâce à elle, mon tube de l'été. Voilà. Donc c'est la faute de Carla. Hein, voilà. Bien sûr, c'est forcément de la faute de Carla. Voilà. C'est de ta faute. Oui, exactement. Alors, donc on va parler maintenant de Effacer l'historique, nouveau long métrage des Grolandais, Benoît Delépine et Gustave Kervern, donc avec notamment Blanche Gardin et Denis Podalides. Donc c'est leur maintenant, ils ont quand même une bonne carrière au cinéma, ça doit être leur 9e film. Voilà, c'est leur 8e ou 9e film. 10e vers le 10e film de leur carrière, où moi j'ai quand même un peu lâché l'affaire depuis un petit moment. Autant le cinéma de leur début pouvait m'intéresser, mais très vite, notamment à partir du Grand Soir, j'ai totalement décroché, même s'il y a certains aspects qui me séduisent toujours, on va dire, dans leur cinéma. Il y a parfois, je trouve, un certain côté je dirais presque réactionnaire qui a tendance à pointer et qui moi me désespère un peu dans leur cinéma, malgré tout le charme que ça peut déployer et toute la sympathie que j'ai pour les deux personnages. Donc c'est pour ça aussi peut-être que j'ai fait un peu l'impasse sur Effacer l'historique, mais que le Dr Erwan en bon Grolandais et Justine ont vu. Honneur aux dames. Alors par où commencer? Moi j'ai été un petit peu
un petit peu le cul entre deux chaises. Quand je suis sortie du film, j'ai eu besoin vraiment de le faire mariner un peu parce que j'avais un petit goût de j'aurais aimé que ça aille plus loin. Je m'explique oh mon Dieu. Je m'explique brièvement, mais pour moi, il y a quand même, on retrouve quand même. Ils vont arrêter de se marrer. Je deviens complètement. Bon bref. Non mais le film repose en fait sur une ambivalence qui est assez propre à Kervern et de Lépine. Ça veut dire qu'ils ont quand même les pieds sur terre, mais ils ont la tête ailleurs. Du coup, ça donne des choses hyper incongrues, hyper loufoques, hyper drôles, hyper satiriques. Et ça, moi, j'adore. J'adore chez eux. Je trouve que dans Saint-Amour, dans Mammouth, dans Le Grand Soir, qui est pour moi, désolé Thomas, un pur chef-d'œuvre, ça marche trop bien. Et là, j'ai l'impression que le film est un peu plus sur le fil. Alors, des fois, c'est extrêmement juste. Ça tombe vraiment là où ça doit tomber. C'est jubilatoire. Et parfois, ça tombe à côté. C'est vraiment sans intérêt, voire ennuyeux. Et voilà, donc je suis un petit peu en mi-molle pour continuer. On va dire, pour résumer vite fait le plot, c'est ce sont des kidams, des personnes de vie tous les jours qui partent en guerre entre guillemets contre les GAFA, contre Amazon, Google et compagnie. C'est ça, il y a Blanche Gardin, il y a Blanche Gardin qui voit une sextape potentiellement sortir sur les internets. Corinne Massiero qui est absolument géniale, moi j'aime beaucoup. Ouais, très bien. Ouais, comme tout le temps. Qui a des très mauvaises notes sur son appli de chauffeur VTC parce qu'elle est taxi. Et puis t'as Denis Podalides qui voit sa fille en fait se faire harceler sur le net. Donc voilà, donc ils partent tous d'un petit constat comme ça que la fin est proche pour eux, mais voilà, après ça reste quand même un chouette film parce qu'il y a une fibre vraiment que je retrouve beaucoup de plus en plus chez les deux Loubar. C'est que pour moi c'est vraiment des cinéastes qui savent filmer, mettre en scène le prolo, et ça c'est pas pour me déplaire, et je trouve ça très réjouissant. Mais là, j'aurais aimé que ça aille un peu plus loin, que ça assume vraiment en fait le côté très franc-tireur, parce qu'on voit très bien que c'est une satire, que c'est une grande critique du consumérisme, que c'est parallèlement à ça aussi une grande critique sociale en fait. Mais je trouve que ça tombe un peu à plat à certains moments, là où à d'autres moments c'est extrêmement haut. Je pense que ça tombe à plat. Je pense à une scène comme ça où à un moment Blanche Gardin est dans le bus, elle revient de je ne sais où, de la poste, et donc elle est à côté d'un gamin qui lit, et elle est là à dire oui mais du coup toi tu lis, c'est super, enfin des jeunes qui lisent. Et puis là le truc se retourne et en fait le gamin lit un livre pour acheter un nouveau téléphone. Donc ça c'est pas ouf. Moi je trouvais ça vraiment petit, lourdeau, et en fait trop démonstratif. On n'avait pas besoin de ça. Là où quand il y a Benoît Poulvord qui débarque en vendeur Amazon qui fait livrer des packs d'eau à Blanche Gardin, c'est super. Génial, ça. C'est super, vraiment. C'est le confinement, Thibaut. Tout est bien en fait, tout est maîtrisé, tout est calibré, c'est hyper drôle, hyper acerbe. Mais je pense que le film est à mon goût malheureusement pas assez acide. Donc voilà. Oui, parce que eux, ils voudraient plutôt pencher, je pense, vers une genre de comédie italienne, ces côtés un peu, on va dire, acerbe et très critique, un peu caricatural, et que par contre, ils se prennent un peu les pieds dans le tapis de leur propre satire. Je pense qu'il y a de ça. Erwan. Alors moi, j'avoue que la séance au Gaumont était plutôt bien foutue, puisque malgré eux, puisque avant le film, comme je suis arrivé à l'heure, j'ai eu le droit à toutes les bandes annonces. J'ai eu le droit à exactement 6 bandes annonces de films français. 6 bandes annonces, donc, dont le Emmanuel Mouret, dont le film avec Vincent Cassel, dont un autre film avec une gonzesse, une trentenaire faux-folle qui part dans les Cévennes, une autre avec une autre gonzesse faux-folle. Antoinette dans les Cévennes. Voilà, qui veut devenir écrivaine. Et en fait, c'est vrai que je me suis dit un truc, c'est le cinéma français se divise en deux. Il y a le cinéma français qui filme
les bourgeois, les apprentis bourgeois, les wannabe bourgeois dans leur petit truc de création, d'amour romérienne et de machin, bon, qui moi m'emmerde, hein, moi je le dis franchement, hein, qui me casse sacrément les noix. Et puis il y a effectivement des propositions, alors certes qui peuvent être inégales, mais Delphine Ekervern, alors déjà d'une part moi j'ai ri déjà, alors ça c'est con, hein, mais dans un film français, moi me faire rire avec un film français maintenant c'est devenu super rare. Et je dois avouer que bon, Blanche Gardin notamment, hein, moi j'ai trouvé Blanche Gardin extrêmement convaincante, mais Colin Massiero et Podalides aussi sont très bien, hein, mais voilà, il y a des moments, il y a des répliques par Blanche Gardin qui sont à hurler, enfin moi qui personnellement m'ont fait hurler de rire. Donc déjà rien que ça, bon les gars ils ont un peu gagné la partie pour moi, hein, c'est qu'ils ont réussi à me faire marrer, donc et moi je suis devenu un peu difficile là-dessus. Et puis surtout au-delà de ça, moi je trouve que déjà moi je trouve que c'est un cinéma qui est super cohérent. Alors on peut reprocher effectivement un ramollissement dans le propos, mais je crois qu'en fait le ramollissement dans le propos il est pas comment dire, il est le constat d'une réflexion personnelle des deux réals. C'est-à-dire que ce qui intéresse, à mon avis, aujourd'hui, Delphine Ekervern, c'est pas la révolution, c'est le donquichotisme. C'est ces mecs qui butent contre le monde, qui se font dévorer contre le monde, et ce qui explique d'ailleurs que, comme dans les Feel Good, l'idée du départ, de partir ailleurs, parce que évidemment, c'est un peu comme dans Le Grand Soir, d'ailleurs, le concept des films de Delphine Ekervern, c'est d'avoir un espèce de lieu principal qui est toujours un lieu qui est considéré comme non esthétique. Donc là, c'est une banlieue pavillonnaire, mais c'était une galerie, c'était une banlieue, enfin c'était une zone commerciale dans Le Grand Soir. C'était un image géant dans les Feel Good, et c'est d'arriver à poétiser finalement des choses qui a priori qui n'apparaissent plus ou qui n'apparaissent jamais comme poétiques. Et en fait, moi ce que je trouve intéressant, c'est comment est-ce que finalement il y a une histoire il y a vraiment un truc, alors après on aime ou on n'aime pas, mais pour moi il creuse un sillon, c'est-à-dire qu'il réfléchit sur un truc qui se répète de film en film, qui est l'idée de ces gens qui sont coincés dans une zone, qui représentent le capitalisme, ou en tout cas qui représentent leur impasse personnel face au capitalisme, et ils vont essayer de partir ailleurs. Et le problème, c'est que partir ailleurs, ce qui dans n'importe quel feel-good movie serait le moment de la libération, alors là c'est exactement pareil que dans Le Grand Soir, c'est-à-dire que ça n'aboutit à rien, ça n'aboutit qu'à les renvoyer à l'échec complet de leur démarche. Et moi justement c'est ça que j'aime bien chez Delphine Ekervern, c'est que dans cet échec complet, c'est là qu'est la poésie justement. C'est cette poésie du donquichotisme. Et ça, moi j'avoue que je suis assez touché, moi personnellement, par ça. C'est cohérent parce que tu parles de Don Quichotte. Un des premiers sketchs qu'ils avaient écrit et mis en scène tous les deux à Groland, c'était une petite adaptation de un quart d'heure de Don Quichotte, voilà, qui partait en guerre contre les McDo, je crois, ou un truc comme ça. Et là tu retrouves ça, c'est-à-dire que Podalides tombe amoureux alors faut pas trop dire, mais tombe amoureux d'une opératrice de téléphone qui vend des vérandas, qui s'appelle Amanda. Miranda qui vend des vérandas, qui est mauricienne. Il part à l'île Maurice et bon, ça va pas se passer comme prévu. Pareil, Blanche Gardin, elle part pour aller péter un centre de données à Los Angeles. Ça se passe pas comme prévu. Et au milieu de ça, en fait, il y a cette espèce à la fois d'hyper-réalisme, en plus qui est renforcé par l'usage du Super 16, ce qui est d'ailleurs un peu anachronique quelque part aujourd'hui dans un monde très numérique. Moi, ça m'a même surpris visuellement. Je me suis rendu compte que j'étais plus habitué à voir du Super 16 en fait au cinéma. Et il y a vraiment cette poésie de l'échec. Et je trouve que toute la partie, et même si ça peut paraître être des petits... Alors il y a des trucs peut-être qui fonctionnent moins bien que d'autres, mais même si ça peut paraître décousu, je trouve que tout le rapport qu'ils ont justement avec la technologie, avec les sites internet, avec des trucs où on leur demande de valider plusieurs fois alors qu'ils veulent faire un truc, les phone lines où ils ont que des répondeurs, la poste qui est à 50 km, tout cette espèce de monde où il y a plus... Enfin, il n'y a plus d'humains à l'autre bout, au bout du fil, et finalement eux aussi, et c'est ça aussi que je trouve intéressant, c'est que c'est pas des victimes, et c'est pas des gens qui sont hors dehors. Non, au contraire, ils sont leurs propres bourreaux. Et il n'y a pas de prise de conscience de ça. C'est ça qui est intéressant, c'est que quand ils croient avoir une prise de conscience, ça se retourne contre eux. Et je trouve que c'est assez intéressant parce qu'il dit pas d'un côté il y a les gentils, de l'autre côté il y a les méchants. Et moi je trouve du coup que le film n'est pas du tout manichéen, parce que c'est un film qui montre à quel point on est tous
quelle que soit notre opinion, notre vision politique des choses, on va tous être à un moment ou à un autre pris dans ce truc de smartphone, ce truc de consommation sur Internet, ce truc de... Et il y a vraiment des scènes qui sont à la fois très drôles et des scènes qui sont tragiques. La scène avec Paul Ward, elle est tragique, c'est une vraie scène de tragédie, voilà, où le fait de prendre un café avec quelqu'un, ça devient un drame, quoi. Ou le fait de partager quelque chose avec quelqu'un, ça devient un drame. Et c'est, enfin, moi je trouve que voilà, moi je suis ressorti assez enthousiaste du film parce que je trouve que le film est cohérent par rapport à ce qu'ils font, par rapport à ce qu'ils faisaient avant. Je trouve qu'ils n'ont pas vendu leur cul finalement. Ils ont évolué dans leur manière de penser le monde, mais ils n'ont pas vendu leur cul sur le plan, cette espèce de côté libertaire qu'ils ont. Idéologique. Et en même temps, ils ne s'excluent pas, tu vois. Et ça, c'est un truc que je trouve très bien, moi personnellement, c'est qu'ils ne s'excluent pas du monde en disant nous on pense juste et les autres ils pensent faux. Non, ils montrent à quel point on pense tous juste et faux en même temps. Et ça, moi j'avoue que c'est peut-être moins satisfaisant effectivement que les films un peu badaboom ou qu'un Ken Loach qui montre directement les victimes et les bourreaux. Mais je crois que c'est pas le même propos en fait. C'est pas ce qu'ils veulent dire en fait. Ils veulent dire autre chose. Voilà. Non mais il y a... Ouais, je finis juste, mais il y a vraiment l'accumulation en fait des moyens technologiques numériques. Ils sont tous montrés, hein, tous les pages internet, les virus, les téléphones, tout est montré. Mais en fait, ça crée en fait une forme d'engrenage qui rappelle toujours la condition du prolo aussi, qui est toujours rattrapée par ça. Et en fait, moi, je trouve que le film arrive malgré tout à montrer une forme d'aliénation à la demande. Genre l'individu qui se consomme lui-même en fait. Exactement, c'est exactement ça. Et c'est super, franchement, ça, pour le coup, ça roule bien. Voilà. Sur cette note enthousiaste qui roule bien, on va le voir sur la télé. Donc c'était Effacer l'historique de Benoît Delépine et Gustave Carverne. Et tout de suite, on passe au coup de cœur. Tout à coup, Jean-Michel Mimosel... C'est de la merde. C'est de la merde. Je voudrais que tout le monde s'imprègne. Merde. Tout le monde s'imprègne de cette... C'est vraiment la plus grande merde des merdes. Les coups de cœur, Thibaut. Alors, coup de cœur, moi, ça va être Hells Angels de Howard Hughes, si vous avez vu le biopic Aviator de Martin Scorsese, par rapport à un certain accident. Donc, c'est le film qui a rendu ultra célèbre Howard Hughes, même si le film est un petit peu chiant dans ses parties de salon. D'ailleurs, il y a un mouvement de caméra, je suppute que le mouvement est réalisé par James Whale, qui a co-réalisé le film, on va dire ça comme ça. Mais les séquences d'aviation sont hallucinantes. Elles restent une référence presque bientôt 100 ans. Oui. Est-ce qu'il n'avait pas notre titre ce film? Il s'appelait pas Wings? Non, ça c'est William Wellman. C'est un autre film qui est largement au-dessus quand même. C'est un autre film, Wings, mais qui est bien bluffant aussi. Ah ouais, c'est très merveilleux. Mais voilà, donc quand même les ailes de l'enfer. Howard Hughes sait y faire avec un avion. Non, les ailes de l'enfer, c'est pas le même. Hells Angels. Justine. Oui, moi c'est un papier qui est paru dans le Monde diplomatique au mois d'août dernier, qui s'appelle France Inter, écoutez leurs préférences, qui est sous-titré Priorité aux auditeurs aisés et cultivés. Donc c'est David Garcia, un journaliste qui analyse factuellement, mais de façon très poussée, la logique de la chaîne qui se veut généraliste, mais qui ne l'est pas du tout, et c'est réjouissant. Dr. Erwan. C'est parce que, juste dans la partie, c'est parce que Nicolas Cage me manque. Ah oui, c'est normal. Erwan. Ah bah alors moi je vais faire France Inter du coup, puisque moi ce qui m'a plu cette semaine, c'est un film de Mizoguchi justement que j'ai eu l'occasion de voir. Alors j'ai eu l'occasion de revoir Les Contes de la Lune Vague après la pluie, qui est toujours très bien. L'Intendant Sancho, que je ne connaissais pas et qui est très bien, mais celui qui m'a vraiment plu, c'est Une femme dont on parle, qui est un film contemporain qui se passe dans une maison close et qui est un film assez bluffant parce que, je veux dire, on est dans du féminisme, dans du vrai féminisme des années 50, fait par un homme, ce qui est toujours assez surprenant, mais je trouve qu'il y a une vraie vision à la fois du statut des prostituées et puis de ce que c'est que de vieillir quand on est une femme et d'être amoureux de quelqu'un de plus jeune. Et c'est un film qui est super touchant, qui est vraiment, moi j'ai vraiment trouvé formidable, avec un rapport à l'espace qui est absolument, absolument dingue. Valentin. Alors moi c'est Takashi Ito du cinéma expérimental japonais. J'ai regardé ça beaucoup cet été et le film en tout cas dans sa filmographie qui m'a le plus plu c'était Grimm. Parce que ça joue sur de l'exposition longue, c'est vraiment plein d'images assez hallucinantes et ça fonctionne vachement mieux que de la drogue.
Je confirme, c'est vachement bien. Alors moi, pour finir, ce sera un peu de copinage parce que bon, c'est la reprise. C'est un film dont on reparlera au mois d'octobre lors de sa diffusion à Rennes, mais c'est Archaeologist of the Westland, documentaire réalisé par Melvin Z sur Adrian Bennett et le musée Mad Max 2, donc qui passera à l'Arvor à la fin du mois d'octobre et qu'on a pu voir lors d'un formidable week-end de travail à Saint-Renan avec Thibaut, Erwan Cadoret et Etienne Cadoret. Donc voilà, c'était vraiment super chouette, mais on en reparlera avec son metteur en scène, disons-le carrément, bientôt. Merci à tous, merci messieurs, merci mesdemoiselles, merci à Valentin à la technique, merci à Gal pour le soutien logistique. On se retrouve la semaine prochaine, c'est reparti, prochaine émission, à ciao, bonsoir. Ciao. Salut.